Ton décor manque de goodies pour faire youtubeur. Ouais, je sais, mais au final, ma priorité, ça reste la musique, hein. Alors c'est quoi ça, là-bas? L'exception qui confirme la règle. Oui, Harry Potter a une certaine importance dans cette maison, mais me regarde pas comme ça, toi, hein. J'y tenais. J'ai pas dit que c'était facile, mais j'y tenais. On est donc parti sur le premier récap d'une saga cinématographique, la saga Harry Potter. Et comme il y a beaucoup à dire sur toute la saga, il va me falloir plusieurs vidéos, et celle-ci ne se concentrera que sur le premier film, Harry Potter à l'école des sorciers, fait par le réalisateur de films pour enfants Chris Columbus, et avec John Williams à la musique. Ai-je vraiment besoin de rappeler l'histoire de ce gamin dont les parents sont tellement morts qu'il pourrait être un héros Disney, mais qui va avoir un destin extraordinaire dans le monde des sorciers, vaincre le méchant, trouver l'amour, et tout le monde est content. Spoiler alerte. Tu te fous de ma gueule? Le film est sorti il y a 19 ans. Il est sorti en 2001. À un moment donné, il y a prescription, quoi. En plus, les récaps, ils s'adressent pas vraiment aux enfants. Donc en plus, si vous avez raté votre jeunesse en ratant cette saga, c'est plus mon problème. Beaucoup de monde a parlé des livres, beaucoup de monde a parlé des films, beaucoup de monde a parlé de la différence entre les livres et les films, mais mon dada à moi, c'est la musique, et j'ai de la chance parce que John Williams est peut-être le seul compositeur que j'ai pas vraiment besoin de présenter, vu qu'il a fait les musiques des plus grandes sagas du cinéma, après tout, hein. Et c'est donc en toute logique que la première musique du premier film de la saga pour enfants qui évolue avec son public commence par une musique d'horreur. Quoi? Absolument, vous avez bien entendu, des cordes graves et pesantes, une mélodie pas rassurante faite avec un instrument aigu au son cristallin, qui donne un effet boîte à musique, qui correspond à la rue vide de nuit qu'on voit, les lumières qui disparaissent une à une. Bon ok, c'est un film pour enfants, pas un film d'horreur, donc la tension elle dure pas si longtemps, et le choix des instruments, comme leur interprétation, tempère un petit peu ce côté horreur. Mais l'intention est là. Première scène du premier film, et on te balance déjà cash à la figure, ce monde-là ne rigole pas. Et je trouve ça trop cool. Même le thème iconique de Harry Potter, il frise quand même le film d'horreur. Et ce génie dans la mélodie, c'est une marque de fabrique de John Williams quand même. Cédric, tu t'emballes encore plus que d'habitude. Tu n'as même pas encore parlé du sound design. Certes. D'ailleurs, un truc que j'avais jamais fait attention avant de revoir le film pour préparer cet épisode... Tu as juste profité du confinement pour refaire un marathon Harry Potter. Non... Oui, ok, un peu. Bref, quand on est dans le monde réel de la réalité véritable, il y a du bruitage du sound design évidemment, mais il n'y a pas de musique. Sauf sur les sketchs un peu cartoonesques qui sortent de la réalité un petit peu, parce que la musique accompagne la magie. Et comme dans ce film on passe notre temps à découvrir le monde des sorciers, du coup il coupe quasiment tous les bruits et le sound design du film pour vraiment laisser place à la musique d'émerveillement et à l'ambiance magique qu'on nous présente. Le chemin de traverse, le train, l'arrivée à Poudlard, Voldy dans la forêt interdite, les escaliers, etc., etc., etc. Ça fait vraiment beaucoup de moments où on n'a pas du tout de sound design, ou quasiment pas. Le film sacrifie vraiment le bruitage pour laisser toute la place à la musique. Et comme je l'avais dit sur Star Wars 9, la musique de John Williams, quand elle y va vraiment à fond, elle a besoin d'énormément de place et de temps pour s'exprimer. Donc le résultat est d'autant plus fort dans ce premier film. Et ce choix, il est pas fait par hasard, il a aussi beaucoup de sens au sein même du film, puisqu'il trace une ligne très claire entre le monde réel des Moldus et le monde des sorciers. Ça rend le réel encore plus réel, vu qu'on n'a pas de musique originale dans notre vie, et le magique encore plus magique en comparaison. Et si vous avez fait attention, il y a un petit peu de ça dans l'intro. Pour un dernier détail, quand Fluffy, ou Touffu en français, essaye de mordre le héros quand il passe dans la trappe, les bruits des dents qui claquent sont hyper légers par rapport à ce qu'ils devraient être. On est beaucoup plus proche de ça que de ça. Ce qui fait qu'il est ressenti inconsciemment moins dangereux. Alors que, c'est une menace de ouf, quoi. Mais je pense que c'est fait pour que ce soit pas trop lourd pour les jeunes enfants, parce que ça reste un film pour enfants. C'est sûrement pour ça aussi que le design de Voldemort Parasite, on est passé de ça à ça, parce que ça aurait sûrement traumatisé toute une génération de gamins, quoi. Si tu ne fais pas une blague maintenant, tu vas perdre tous tes viewers. Dis quelque chose. En fait, je voulais faire une vidéo de ouf pour la saga, mais là, j'ai pas de transition pour parler de la musique, quoi. J'ai rien qui me vient. Je t'avoue que ça me fait un peu chier, là. Sans transition, puisque j'ai rien sous la main, c'est l'heure de la musique. C'était misérable. Chut, si on leur dit pas, ils vont pas se rendre compte. Comme je disais tout à l'heure, dans la musique, il y a de la tension et il y a de l'horreur, mais il y a aussi du merveilleux et de la magie. Mais sur une saga comme Harry Potter, où les musiques sont devenues légendaires depuis longtemps, je préfère me concentrer sur des trucs qu'on a moins entendus. Vous allez sûrement me dire, oui, mais Harry Potter, c'est pas un film d'horreur. Comment ça se fait que je l'ai pas entendu si toi ça t'a autant marqué? Parce que John Williams utilise plusieurs astuces pour compenser ce côté sombre. Déjà en termes de temps, les côtés les plus sombres durent pas trop longtemps. Et se meut
en musique fantastique et aventure assez rapidement. Cependant, pour montrer que la tristesse et le mal ne s'en vont jamais vraiment, les thèmes tendus continuent un petit peu sur la scène d'après. Alors peut-être que là je surinterprète un petit peu trop parce que c'est surtout pour lier des scènes qui se suivent mais qui sont pas directement reliées. Ça donne la sensation que le développement reste logique et que ça fait vraiment partie d'un tout. Mais ça n'empêche pas qu'en termes de ressenti, la tension et la tristesse débordent sur la scène d'après, même si c'est bien plus tard pour les personnages. Tu te focuses vraiment beaucoup sur l'aspect horreur de la musique. Tu as un traumatisme, tu veux en parler? J'ai longtemps travaillé comme psychologue dans Ad Astra, avec Brad Pitt. Tu veux une évaluation psychologique? Non, rien à voir. C'est juste que... je suis un peu frustré de voir que beaucoup de monde ne retient que l'aspect merveilleux et mignon d'Harry Potter, alors que ça serait vraiment passé à côté de ce que raconte la saga. Enfin, je veux dire, il y a plus d'horreur dans ce premier film pour enfants que dans tous les Marvel réunis. Et de la même manière que l'ombre rend la lumière plus éblouissante, la joie et le merveilleux ressortent d'autant plus que le gamin, il a eu une jeunesse sombre, abandonné devant la porte des Dursley, traité comme un esclave aussi longtemps qu'il puisse s'en souvenir. Et si les Dursley ils sont traités de manière comique dans leur méchanceté, honnêtement, ils ont rien à envier à la marade de Cendrillon. La réalité de Harry Potter, c'est un monde dur tel qu'on en a rarement vu, et dans une saga pour enfants, et dans une saga tout court. Maintenant, ce qui est intéressant, ou en tout cas ce que je trouve intéressant, c'est comment ils ont concilié cet univers qui est quand même hyper sombre et un film pour enfants, et aussi la dualité entre réel et magie. Tout à l'heure, j'ai parlé des instruments et de l'interprétation. Dans la première scène du film, par exemple, où j'avais dit qu'il y avait des cordes graves qui donnaient la tension et la lourdeur, elles sont jouées de manière assez uniforme. Si ça avait joué très fort, il y aurait eu beaucoup de tension. Si ça avait été joué vraiment au minimum, ça aurait donné une tension malsaine. Et jouer sur la dynamique, donc passer des moments forts à des moments moins forts, puis plus forts, par exemple, c'est ça qui donne énormément de puissance à une musique d'horreur. Là, étant donné que c'est joué à une force assez moyenne et assez uniforme, on n'a pas trop de changements, ou en tout cas des changements pas trop soudains, ça calme beaucoup ce côté menaçant et ce côté film d'horreur. Par contre, ce côté-là, je suis d'accord, il est assez difficile à entendre si on n'a pas l'habitude et si on n'a pas une écoute active telle que moi je peux la faire quand je regarde un film. Mais qu'on ait saisi ça ou pas, l'effet marche quand même, c'est tout l'intérêt. Au niveau du choix des instruments, le style d'horreur est compensé par le fait qu'on ait surtout des instruments d'aventure et d'aventure jeunesse. Alors on a pas mal de harpes par exemple, mais c'est aussi difficile d'avoir un instrument plus enfantin que le Célesta, qui joue pour la première fois le thème d'Harry Potter au tout début du film alors qu'il est encore un bébé. Encore une fois, ça fait beaucoup de sens. Et pour rester sur la première musique du film, par exemple, on n'a pas trop de cuivre parce que c'est eux qui donnent énormément de puissance. Donc vous voyez qu'avec quelques instruments en plus ou en moins, ça fait une grosse différence sur le ressenti d'une même mélodie. Est-ce qu'on peut sortir de l'horreur maintenant? Seulement si t'es sage. Bon ok, je vais faire un effort, et vu qu'on se rapproche de la fin de la vidéo, autant on se rapproche de la fin du film aussi. Sur le passage des épreuves pour atteindre la pierre philosophale, il y a la musique, mais je trouve qu'on l'entend pas très fort, et j'ai pas trop d'explications là-dessus. Autant avec les clés volantes, on a beaucoup de bruit et de sound design, donc ça fait sens qu'on entende un peu moins la musique, alors que bizarrement, on entend plus la musique à ce moment-là qu'au niveau du filet du diable. Et je comprends pas trop ce choix. Alors comme ça, tu n'as pas réponse à tout? Ah non, pas du tout. Par contre, j'imagine qu'il y a bien une raison, c'est juste que là, elle me saute pas aux yeux. Par contre, ce qui est intéressant sur le passage de la partie d'échecs géant mortel, c'est que et la réalisation et la musique jouent sur le thème film de guerre. Au niveau de la musique, ça se ressent surtout par deux choses. D'abord, des roulements de caisse claire. Et là aussi, c'est difficile de faire plus musique de l'armée que des roulements de caisse claire, et aussi beaucoup de cuivre. Les deux ensemble, c'est vraiment la base des musiques de guerre, et c'est vraiment les deux instruments qu'on entend le plus de toute cette partie du film. Avec de temps en temps l'apparition d'instruments mignons, parce que bon, on se calme, c'est un film pour enfants. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ces instruments mignons, c'est surtout des percussions. Et à la fin, les gentils ont gagné, tout le monde est content, et ce sentiment emporte tout sur ce passage, puisque là encore, on n'a plus du tout de bruit, on a que la musique qui finit le film. The End. Harry Potter à l'école des sorciers, c'est fini. Au final, c'était pas plus long que d'habitude. Alors certes, c'est pas faux, mais il me reste encore 7 films à traiter, donc je suis plutôt sur un marathon là. Et le but, clairement, c'est pas d'être exhaustif. J'essaye d'aborder les films autrement, peut-être donner un nouvel éclairage dessus, et voir l'évolution de la musique en même temps que l'évolution des films, pendant que son public mûrit. Sur ce, je vous dis à la prochaine et restez à l'écoute. Nox. Victoria!